Avant que la vidéo ne commence, j'ai quelques annonces rapides à faire. La première, c'est que Pont-Sacran, c'est que je ne vais mettre que 3 publicités dans cette vidéo et elles seront toutes au début. J'aimerais beaucoup voir votre réaction à ce sujet, alors faites-le moi savoir. Ce soir, j'ai 10 histoires pour vous. Pour tous ceux qui sont fans des films Conjuring, j'ai une vraie pépite aujourd'hui. Histoire 10. La dernière histoire est le récit de quelqu'un qui a vécu quelque chose de démoniaque chez lui pendant des années et qui a la preuve qu'il a été visité par Ed et Lorraine Warren. Ce genre d'histoire n'arrive pas très souvent, voire jamais. Et avec des preuves photographiques que je vais ajouter dans la vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout, et c'est une histoire vraiment longue. J'espère vraiment que ça va vous plaire et j'aimerais beaucoup que vous commentiez, que vous me laissiez vos impressions, que vous vous abonniez et que vous aimiez la vidéo. Faites tout ça si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, mais j'ai assez parlé. Il est temps de vous installer confortablement et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. J'aimerais commencer par dire que je n'ai jamais cru aux fantômes ni aux esprits. Je vis en Ontario, au Canada, avec ma femme et j'ai 2 enfants de 8 et 6 ans, ainsi qu'un chiot berger allemand appelé Marshall. Nous vivons dans une maison à 2 étages et 3 chambres dans la tranquille périphérie depuis 5 ans. Et nous n'avons jamais eu quoi que ce soit d'étrange qui se soit produit. Mais au cours des dernières semaines précédant cet événement, nous avons remarqué le chien et la façon dont il se redressait très rapidement, tournait la tête de gauche à droite, parfois même courait après quelque chose, puis s'arrêter devant le mur et lever les yeux. Ma famille et moi, on riait parce que c'était drôle à regarder, mais on pensait qu'il faisait juste des trucs de chiot ou qu'il voyait des reflets, puisqu'on a du soleil toute la journée et de grandes fenêtres. La semaine dernière, c'était comme n'importe quelle autre nuit. Je me couche avec mon fils et ma femme se couche avec notre fille dans leur chambre. Nous lisons une histoire ou nous discutons simplement avant de dire bonne nuit. Après que les enfants étaient bêtes couchés et installés, nous avons regardé un peu de Netflix jusqu'à environ 11 heures, puis nous sommes allés nous coucher. Je m'endors très facilement. Mais cette nuit-là, je me suis réveillé parce que mon fils me frottait le bras en disant « Papa, papa, mon pied me fait mal. Tu peux venir t'allonger avec moi, ce n'est pas inhabituel. » Il m'a déjà réveillé de nombreuses fois en disant que son pied lui fait mal ou à cause des cauchemars habituels qu'un enfant peut avoir la nuit. Et en général, ça finit par lui qui vient s'allonger avec moi ou moi qui vais m'allonger dans son lit jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je regarde mon réveil et il est 1h26 du matin. Oui mon grand, pas de problème. Alors je me redresse, je lui fais une petite caresse et j'essaie de reprendre mes esprits après avoir été réveillé. Alors je me lève, je prends sa main, et je sors de la chambre, je descends le couloir sur environ 6 mètres et j'entre dans sa chambre. Je regarde son lit et il est là, en train de dormir. Je peux le voir car il a une veilleuse et à ce moment-là, j'étais sous le choc en me demandant comment c'était possible. Je tiens sa main et il m'a réveillé. Au bout d'environ 5 secondes, je baisse les yeux et je vois une silhouette qui ressemble exactement à mon fils, me souriant. Et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas du tout, parce que cette silhouette n'avait pas d'yeux. Alors je suis retourné en courant dans ma chambre en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne voulais pas réveiller ma femme pour lui raconter ce qui venait de se passer, parce que ça ne se passerait pas bien du tout. Elle deviendrait folle de peur et serait encore plus effrayée que moi, ou alors elle dirait que je suis simplement en train de rêver. Après être resté assis quelques minutes au bord de mon lit, tout cela s'est encore plus ancré en moi. Je suis redescendu dans la chambre de mon petit garçon, avec la sensation d'être observé. Je le réveille doucement, et je lui dis « Hé mon grand, tu veux venir faire un câlin à papa ?» Il a l'air confus. C'est la première fois au milieu de la nuit que papa le réveille pour un câlin. Je l'ai ramené dans ma chambre parce que je ne voulais pas le laisser seul dans cette pièce après, et depuis, je n'ai pas vraiment bien dormi. Ça m'a aussi fait repenser à d'autres nuits dans le passé où il m'a réveillé. Était-ce vraiment lui ou la silhouette que j'ai rencontrée ? Ou les nuits où je lui ai dit « Ouais mon grand, viens te blottir contre moi » et quand je me réveille, il est de retour dans son lit. Qu'en est-il de ces moments-là ? Était-ce vraiment lui ? J'espère que quoi que ce soit, c'est parti. Je ne veux plus jamais le revoir. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu des expériences comme celle-ci
ou c'est ce que j'ai pu rencontrer cette nuit-là. Ma maison d'enfance était définitivement hantée. Je pouvais sentir quand il y avait une présence quelque part là-dedans. Il y a une sensation palpable d'être observé. Il y a une tension et une paranoïa dans l'air qui persistent, nous, et qui peuvent même se transformer en une véritable terreur. Cela vous fait vous sentir très vulnérable. Quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir vu des yeux rouges brillants suspendus dans l'air, dans mon salon sombre. Je pensais que notre maison avait des loups-garous ou des vampires. Il y a eu une période en cours élémentaire 2 où des orbes lumineux restèrent dans ma chambre pendant plusieurs minutes d'affilée, ce que j'interprétais comme des extraterrestres. Mon esprit d'enfant essayait de donner un sens à tout ça, mais j'avais clairement peur du noir, surtout dans notre maison. La plupart des endroits ne me dérangeaient pas dans le noir, mais dans notre maison, j'avais toujours l'impression d'être observé par quelque chose d'hostile ou, au mieux, d'indifférent. L'activité paranormale s'est intensifiée pour moi au lycée, mais pour rester chronologique, je vais d'abord parler de l'été où mon cousin est venu chez nous pendant que la plupart d'entre nous étions en vacances. C'était entre la 5e et la 4e. Mon cousin Billy aidait mon père sur différents projets et un soir, il allait se coucher dans une chambre qui a ensuite été surnommée la chambre hantée. Dehors, dans l'obscurité, il a vu une silhouette sortir de notre garage et entrer dans notre maison. Mon père, n'est-ce pas ? « Billy, 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 aide-moi !» Mon cousin a entendu mon père crier. Billy s'est précipité pour voir mon père. Mon père dormait et il a été agacé par la présence de Billy. Billy est retourné se coucher, mais il l'a entendu à nouveau. « Billy, Billy, à l'aide !» Encore une fois, mon cousin Billy s'est précipité pour vérifier l'état de mon père, qui allait bien et était au confus par l'empressement de Billy. Billy a dormi sur le canapé cette nuit-là. Je n'ai appris cela que des années plus tard. Quelques années passent et mon frère part à l'université. J'ai emménagé dans son ancienne chambre, la pièce effrayante. C'est ma première année de lycée et j'ai toujours été particulièrement effrayé par cette pièce. Mais bon, les nouveaux changements sont souvent intimidants. Un matin, je me réveille et je vois un crâne parfaitement dessiné dans la poussière sur la fenêtre, en face de l'endroit où repose ma tête quand je dors. La couche de poussière était du côté intérieur de la pièce, pas à l'extérieur. Personne n'avait accès à la pièce à part mes parents et moi, ils ne sont pas du tout du genre à faire des blagues. Je le montre à ma mère et je l'efface. Quelques semaines plus tard, j'étudie dans cette chambre. C'est la nuit, les lumières sont éteintes, alors les fenêtres se transforment en miroirs. Je lève les yeux de mon lit vers la fenêtre en forme de crâne et je vois dans le reflet une silhouette blanche debout derrière moi. Je fixe mon regard pendant peut-être 10 secondes, essayant simplement de comprendre ce que je regarde. Je finis par tourner la tête et je ne vois rien. Je regarde de nouveau la fenêtre et je ne vois rien dans le reflet. Je dors sur le canapé pendant les quelques nuits suivantes. Quelques semaines plus tard, je suis allongé dans mon lit, en train d'écouter une émission de radio tard le soir. Les lumières solaires sont éteintes. Je regarde à travers cette même fenêtre en forme de crâne quand je vois une silhouette blanche similaire passer devant ma fenêtre et je dors sur le canapé pendant plusieurs nuits de plus. Au fil des semaines, je vois d'autres choses dessinées dans la poussière de la fenêtre. En général, ce sont des gribouillis et des formes. J'ai peur que ce soit une sorte de malédiction ou quelque chose comme ça, alors je les efface. Par curiosité, je colle un post-it sur la fenêtre qui dit « Veuillez écrire en dessous ». Et plusieurs jours plus tard, un cercle parfait apparaît autour du mot, comme si quelqu'un avait utilisé le fond d'une boîte de peinture contre la surface. Ce n'était pas comme les dessins au doigt que j'avais vus plus tôt. Mais l'un d'eux se démarquait vraiment. C'était comme plusieurs silhouettes, puis l'une d'elles qui s'élevait dans le ciel. Au fil des années, j'ai partagé cela avec des amis et des collègues, et la plupart en arrivent à la même conclusion. Mais oui, pendant la majeure partie du lycée, je dormais avec la lumière allumée, j'évitais ce côté de la maison comme la peste, et il y avait de petites choses par-ci par-là, mais rien de vraiment important jusqu'à ma dernière année. Je suis dans le salon avec ma mère en train de regarder la télé, et le sèche-linge est en train de finir. Le sèche-linge se trouve juste au bout du couloir, en face de la pièce effrayante. Je
Je prends mon courage à deux mains et je vais vider la machine, ressentant comme d'habitude une immense peur et de la paranoïa en entrant de ce côté de la maison. Je me penche et commence à sortir le linge, puis mon esprit se vide, je perds le contrôle de mes mouvements, mes bras deviennent mous, et sans que je puisse rien y faire, mon corps se redresse, et j'entends une voix masculine prendre une profonde inspiration et souffler dans mon oreille. Je reprends immédiatement le contrôle de mon corps, et je me tire de là aussi vite que possible. À cette période-là, ma tante vient passer 1 mois ou 2 chez nous. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais vécu. Mais dès son premier jour, la porte de la salle de bain s'est violemment refermée sur elle et elle nous a tout de suite demandé de purifier la maison pour chasser ce qui s'y trouvait. J'étais membre du groupe d'histoire vivante du régiment de Suffolk. Au début du groupe, nous utilisions un fort local à Medway, dans le Kent, pour l'entraînement de base et le combat. Le fort Amherst est un fort napoléonien avec des tunnels creusés par des mineurs d'étain gallois. Au fil des années, et pendant la construction, il y a eu de nombreux morts. Il y a 2 portes, la porte inférieure étant un péage pour l'ancienne route de Chatham. Cette maison de garde et les casernes inférieures ont également été le théâtre d'un grave incendie, qui a entraîné la mort de plusieurs scouts dans les années 50. En tant qu'unité, nous avions l'habitude d'avoir accès aux zones non restaurées du fort et à la place d'armes, utilisant parfois les blocs de casernes inférieures, et même le public appréciait de voir l'endroit reprendre vie. Même s'il s'agissait de soldats britanniques de la Seconde Guerre mondiale, au fil des années, nous avons vécu de nombreuses expériences amusantes, allant de soldats confus venant des casernes locales, en passant par des reconstituteurs et des joueurs de jeux de rôle contrariés, jusqu'à l'incruste dans un clip de rock tourné dans le fossé inférieur. Nous avons également eu notre lot de rencontres paranormales pour compléter le tableau. Une fois, nous faisions des manœuvres nocturnes dans la zone non restaurée, lorsque j'ai remarqué une ombre sombre qui nous suivait. La silhouette humaine était noire comme la nuit et se détachait sur l'obscurité et les arbres de la zone boisée. Étant à côté de la caserne, j'ai naturellement pensé que c'était la police militaire, Mod Plod. L'homme de l'ombre nous suivait et apparaissait à chaque tournant. Ce qui était étrange, c'était l'absence de bruit de branches cassées, alors que nous faisions du bruit à cause de l'équipement que nous portions. L'ombre restait à distance mais assez proche pour être vue. Nous étions revenus au camp et l'ombre nous observait depuis la lisière de la forêt avant de se retourner et de disparaître. Le lendemain, j'ai parlé à l'un des bénévoles et j'ai posé la question, et la réponse que j'ai reçue était déconcertante. Il n'y avait qu'une seule entrée et un fossé défensif profond tout autour, et la police militaire ne patrouille pas là-bas. Alors qui était l'ombre qui nous a suivis ? Qui s'est déplacé sans faire de bruit alors que 12 soldats de la Seconde Guerre mondiale trébuchaient dans le noir ? Le deuxième événement a eu lieu dans la porte inférieure. La porte avait 2 niveaux avec 2 portes, l'une donnant sur la place d'exercice et l'autre sur l'ancienne route de Chatham. Après avoir terminé une séance d'exercice sur la place, nous étions entrés par la porte du haut. La dernière personne avait verrouillé la porte et mis la grande barre métallique en travers. Le niveau supérieur comportait 3 pièces, dans lesquelles nous rangions notre équipement, comme les ceinturons, les casques et les grands manteaux. Les crochets mesurent environ 5 pouces de long avec des boutons ronds à l'extrémité, ce qui empêchait l'équipement de glisser. Nous avons accroché notre équipement et sommes descendus aux niveaux inférieurs pour installer nos lits, allumer des feux et commencer à préparer le dîner. Il devait être environ 8 heures du soir lorsque nous avons entendu distinctement des pas lourds au-dessus de nos têtes. Moi-même et 2 autres personnes avons couru au sommet pour vérifier. Il n'y avait personne et la porte semblait être verrouillée. Nous sommes redescendus pour continuer à socialiser et à prendre des photos lorsque nous l'avons entendu à nouveau, puis il y a eu un énorme fracas. Nous avons couru dans les escaliers en faisant un vacarme d'enfer, car nous portions des bottes militaires. Quand nous sommes arrivés en haut et que nous avons vérifié les chambres, nous avons trouvé notre équipement à 3 mètres des crochets, la sangle en bas, le petit sac au-dessus avec les masques à gaz léger sur tous les sacs et le casque Tommy posé tout en haut. Comment ont-ils pu glisser d'un crochet à niveau ? Comment ont-ils pu flotter à 3 mètres de là et s'empiler proprement ? La sangle n'était pas légère, il fallait la soulever par-dessus un butoir, et la porte était toujours verrouillée. Comme tu peux l'imaginer, nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là.
J'ai visité mon pays natal, les Philippines, en 2018, pour la première fois en 4 ans, au Beitar Partong. Mes parents, pour une raison quelconque, avaient une statue d'un saint de 60 cm dans leur chambre. Un soir, j'ai demandé à ma cousine d'aller chercher mon ordinateur portable dans la chambre de mes parents. Je l'ai regardée ouvrir la porte et elle s'est figée. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit qu'il y avait un petit garçon debout à côté de la statue. On ne pouvait pas voir son visage, mais il portait un t-shirt blanc et on ne voyait que le haut de son corps, à partir de la taille. Elle a fermé la porte et n'est jamais retournée à l'intérieur. Un peu plus tard, ma sœur est rentrée du travail. Elle vit toujours aux Philippines. Et pendant que nous dînions, je lui ai demandé s'il y avait un fantôme dans la maison. Et elle a décrit avec précision ce que ma cousine avait vu, sachant qu'elle ne s'était même pas parlé depuis cet événement. Mais elle a ajouté qu'il était inoffensif et qu'il aimait jouer avec la statue. Où que soit la statue, il sera là, et qu'il aime aussi jouer dans la salle de bain. Elle a dit que beaucoup de membres de la famille qui ont séjourné dans notre maison pendant notre absence l'ont aussi vu. Nous avons passé les 10 minutes suivantes à discuter d'où il pouvait venir et de qui il pouvait être. Nous connaissions un homme appelé Monsieur Welsheimer qui est mort dans notre maison. Et quand quelque chose de bizarre arrivait, comme des objets qui tombaient quand des étagères ou des pièces étrangères qui apparaissaient sur les escaliers sans raison, on plaisantait en disant que c'était lui. Un jour, ma mère et une voisine remplaçaient probablement des toilettes dans notre salle de bain et travaillaient à l'étage quand ma mère a entendu la porte s'ouvrir et se fermer, puis une voix grave et retentissante dire « Je suis rentrée ». Elle pensait que c'était moi. À l'époque, je n'étais qu'une adolescente et elle a supposé que je plaisantais. Mais ce n'était pas le cas. J'étais chez une amie. Quand elle est redescendue pour saluer et vérifier, elle a constaté que toutes les portes étaient un peu verrouillées, à l'avant comme à l'arrière, et à sa grande surprise, je n'étais pas là. Nous sommes relativement sûrs que c'était notre fantôme résident qui faisait une farce. J'ai travaillé pour American Cruise Line pendant quelques semaines de mai à juin cette année. Je vais vous raconter que le bateau sur lequel j'ai travaillé était sacrément hanté. Il y a eu une fois où je suis allé monter au 2e étage du navire. Quand je suis monté au 2e étage, j'ai remarqué quelqu'un. C'était ce qui semblait être une vieille dame nue en train de jouer avec une poignée de porte dans le vestibule central du navire. Je l'ai vue, et je suis redescendu pour prévenir quelqu'un qu'une dame se promenait nue, enfreignant évidemment le règlement. Quand j'ai trouvé quelqu'un, nous sommes allés la chercher, pour l'aider. Mais nous n'avons pas pu la trouver. Personne n'a pu. Le second du navire et moi sommes allés consulter les caméras pour comprendre où elle était allée afin de lui offrir une aide supplémentaire. Et après avoir examiné les enregistrements des caméras sur une période de 45 heures, il n'y avait aucune trace d'elle nulle part à bord, même à l'endroit où je venais soi-disant de la voir. La maison dont je vais parler était l'une des maisons d'origine de la rue où j'habite, avant que la propriété ne soit subdivisée en lots plus petits. C'était dans l'ouest des États-Unis et avant cette maison, le terrain n'était non aménagé et inhabité. Mais cette maison était plus ancienne que les autres de la rue, et le propriétaire d'origine est mort dans cette maison. On suppose que le fantôme récurrent était le propriétaire d'origine, qui n'a jamais vraiment quitté la terre qu'il avait occupée. Encore une fois, pour clarifier, ce n'était pas notre maison, mais 3 familles différentes y ont vécu pendant que nous étions voisins. La première famille a perdu la maison en 2008 et elle est restée vacante pendant environ 1 an avant que la deuxième famille n'emménage. Ils ont quitté l'État quelques années plus tard et la maison est restée vide pendant 1 ou 2 mois avant que la troisième famille n'emménage. Les 2 fois, les nouveaux occupants n'ont pas beaucoup communiqué, voire pas du tout, avec les anciens propriétaires. Et quand nous leur avons parlé, tous les 3 nous ont décrit exactement le même fantôme. Un vieil homme qui entrait dans la cuisine et s'asseyait à la table le matin.
L'une des femmes qui vivaient là était tellement effrayée par lui qu'elle n'entrait dans la maison que pour dormir et passait toute la journée, chaque jour dehors à s'occuper de ses fleurs. Le dernier appartement de mon ami Karl avait 2 fantômes. L'un était une petite fille enceintée qui jouait avec vos cheveux pendant que vous traîniez dans le salon et qui courait aussi le long des stores Saturn verticaux, les faisant se balancer d'avant en arrière. Le deuxième, je ne l'ai jamais vu ni entendu, mais je l'ai ressenti. Une nuit, je me suis enfermé dehors de mon appartement, car nous vivions dans le même complexe, dans un immeuble à côté l'un de l'autre. Alors j'ai demandé à dormir chez Karl pour la nuit pendant qu'il partait travailler. Mais il m'avait dit de ne pas entrer dans sa chambre. Il y a un fantôme masculin qui te dira que tu n'as rien à faire là-dedans. Son ancien colocataire avait laissé plusieurs amis dormir dans sa chambre et une grande ombre noire a ouvert la porte et leur a dit à tous de sortir. Ça les a complètement terrifiés. Donc me voilà sur le canapé dans le salon, me dirigeant vers l'extrémité du canapé qui donne sur le couloir menant aux chambres et à la salle de bain. Je jure que je me sentais observé. Puis j'ai réalisé que j'avais besoin d'aller aux toilettes, et la salle de bain est juste en face de la chambre de Karl. Génial. Alors j'ai avancé lentement dans le couloir et à environ 1,50 m de mon objectif, j'ai dit « Hé mec, j'ai juste besoin d'utiliser la salle de bain ». Puis j'ai eu l'impression qu'un nuage d'énergie était aspiré dans la chambre, même si la porte était fermée. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis retourné sur le canapé et j'ai posé ma tête de l'autre côté. Rien d'extraordinaire, mais juste cette ambiance étrange dont on n'arrive pas à se débarrasser. J'ai une histoire effrayante à raconter. L'année dernière, tard dans la nuit, j'étais dans ma chambre. Je vis dans un immeuble au 4e étage, avec 3 autres appartements sur le même palier. Eh bien, une nuit, je regardais des séries sans m'arrêter, et il était environ 3 heures du matin quand j'ai entendu une fille courir et rire. Je l'ai ignorée, pensant que c'était peut-être quelqu'un qui rentrait tard à la maison. Mais la course a continué. À ce moment-là, je me redresse dans mon lit et je me demande d'où vient ce bruit. Après avoir écouté très attentivement et étant très intelligent et ayant regardé trop de films d'horreur, je savais même qu'il ne fallait pas aller enquêter. Alors j'ai juste essayé de trouver la direction générale. Je pensais que ça venait d'en haut ou d'en bas et le bâtiment séparé est trop loin. Ça ne résonne pas non plus. Alors où je me le demande. J'en déduis que quelqu'un rit et court, en plein air. Une fois que j'ai compris cela, je me suis demandé si je devais aller voir. Alors j'ai fait la chose la plus logique. J'ai mis mes écouteurs dans mes oreilles et j'ai continué à regarder ma série, pour éviter toute rencontre fantomatique. Le lendemain matin, j'en ai parlé à ma famille et ma sœur, à ma grande horreur, a dit qu'elle l'avait entendu aussi et qu'elle avait vraiment eu peur de sortir de sa chambre. Aucune de nous n'a jamais réentendu le rire fantomatique après cela. On se demande encore ce que c'était, bon sang. De 1987 à 1992, ma famille et moi avons survécu à l'une des hantises les plus incroyables jamais documentées, lorsqu'une entité inconnue a envahi notre maison et dominé nos vies. D'Ed et Lorraine Warren à la docteure Evelyn Panglini, les experts les plus renommés de l'époque ont enquêté sur notre affaire. Pendant des décennies, nous sommes restés silencieux durant ces années, mais maintenant nous cherchons des réponses. Les événements que je souhaite raconter sont centrés sur les moments les plus cruciaux de cette hantise, mais il y a eu bien plus de personnes, de phénomènes et d'incidents impliqués que je ne peux en inclure dans ce résumé. Je ne peux pas vous dire avec certitude quand cela a vraiment commencé, et je ne pense pas que qui que ce soit le puisse. D'après nos calculs, le premier incident a eu lieu en 1981 à Rancho Cucamonga, en Californie, juste après la mort de Dominica Cucilla, la grand-mère de mon futur mari de l'époque, Bill Moffat Jr. Le matin suivant son décès, les parents de Bill Jr., Lee et Bill Sr. ont reçu un appel à 3 heures du matin. Un appel téléphonique. Une voix de femme a déchiré le combiné. C'était Juanita, la femme de ménage de la famille. Elle avait été engagée pour s'occuper de la malade Dominica, et maintenant elle criait qu'elle était poursuivie dans la vieille maison d'à côté.
Ensemble, Bill Jr. et son père se sont précipités. À leur arrivée, Juanita a surgi par la porte d'entrée, poursuivie par une grande sphère de lumière blanche. La sphère s'est envolée dans le ciel et a disparu, mais Juanita a continué à courir, fuyant vers leur maison. Lee a accueilli la femme terrifiée et l'a fait entrer à l'intérieur. Juanita ne voulait pas dire à Lee ce qui s'était passé. Elle n'arrêtait pas de bredouiller des excuses dans un anglais approximatif, insistant sur le fait qu'elle voulait aider. Finalement, elle demanda à passer un coup de téléphone, et bientôt une voiture inconnue entra dans l'allée. Juanita est sortie précipitamment de la maison. Elle s'est arrêtée juste assez longtemps pour laisser un dernier avertissement à Lee. « Ne retourne pas chez ta mère, il n'y a que le mal là-bas. » Et malgré les avertissements de Juanita, l'avare Bill Senior a exigé que la vieille maison soit nettoyée et louée. Au cours du processus, ils ont découvert les conséquences cachées des activités secrètes de Juanita dissimulées dans toute la maison de Dominica. Des chapelets brisés placés dans les coins de la maison, des bougies et de l'encens en bouteilles, de longues griffures le long des murs du couloir et des restes d'animaux. Catholique dévouée, Lee fut horrifiée de découvrir les restes de ce qu'elle craignait être des pratiques occultes profanes. Peu de temps après que Bill Jr. et moi nous soyons mariés, notre famille a commencé à louer les 2 propriétés que nous possédions sur l'avenue Archibald, toutes 2 adjacentes à notre maison. L'une était l'ancienne maison des Meneker et l'autre était une maison que Bill Jr. avait héritée de sa défunte tante et de son défunt oncle. Les premiers incidents que j'ai personnellement observés se sont produits après que nous ayons loué une chambre dans la maison de Bill à un jeune homme nommé Danny. Lors d'une de nos inspections de la maison, Bill Jr. et moi avons découvert que quelqu'un était entré dans le salon où Bill Jr. gardait en sécurité ses divers souvenirs sportifs. Une collection de figurines de baseball à tête branlante avait été disposée en grand triangle sur le sol. Nous avons supposé que Danny avait fait cela, peut-être comme une blague étrange, et nous l'avons confronté plus tard. Il a affirmé ne rien savoir à ce sujet, mais par la règle de proximité, il était le seul suspect logique. Quelques jours plus tard, Léa a découvert des sous-vêtements posés sur la statue de Jésus sur son autel catholique. Tout comme nous l'avions pensé avec Danny, elle a supposé que l'un d'entre nous avait fait une blague de mauvais goût. Nous n'avons pas réussi à la convaincre du contraire, mais chaque matin, il y avait de nouveaux objets déposés dans les bras ouverts de la statue de Jésus. Finalement, les effets personnels de Danny ont commencé à apparaître sur la statue, comme son courrier et son portefeuille. Nous savions que nous ne pouvions pas ignorer ce qui se passait, mais comment pouvions-nous l'expliquer ? Danny a rapidement déménagé sans préavis. Immédiatement, les objets ont cessé d'apparaître sur l'autel de Lee. Compte tenu du moment des événements, il semblait que notre ancien locataire était d'une certaine manière impliqué dans ces épisodes inexplicables. Nous ne pouvions pas savoir comment, et nous n'avions pas besoin de le savoir. La vie pouvait reprendre son cours normal, et cela nous suffisait. Nous avions l'intention de relouer la maison de Bill Jr. et nous devions donc inspecter et nettoyer la propriété. Danny avait gardé l'endroit en ordre avec une série d'exceptions déconcertantes. Juste au-dessus de chaque plaque d'interrupteur dans le salon, il y avait de minuscules symboles dessinés au crayon de couleur. Ces symboles nous étaient totalement étrangers et ne faisaient d'un que renforcer nos suppositions à propos de Danny. La seule autre zone qui nécessitait un nettoyage était une rangée poussiéreuse de statues de chiens disposées sur une étagère en hauteur dans le salon. Je me suis détourné, appelant Bill Jr. pour un tabouret, et quand je me suis retourné, chaque statue faisait maintenant face au mur. Quelque chose les avait toutes retournées en même temps. Bill Jr. a rapidement rejeté ma remarque. « Tu t'imagines des choses, Debbie, a-t-il dit. Les statues déchets étaient improbablement comme ça avant qu'on arrive ici. C'est plus facile d'être d'accord que de discuter, mais je savais que je ne m'étais pas trompé. Nous avons repris le nettoyage le lendemain. Nous avons trouvé une lampe posée au milieu du salon. Toutes les portes étaient verrouillées et toutes les fenêtres étaient intactes. Bill ne pouvait pas rejeter cet événement comme une illusion de l'imagination. Personne n'aurait pu entrer dans la maison, donc il devait y avoir autre chose qui avait déplacé la lampe. Alors j'ai demandé à ce que quelque chose d'autre déplace d'autres objets. Depuis que ces phénomènes étranges avaient recommencé, rien ne s'était jamais produit directement devant nous. J'en ai déduit qu'il faudrait qu'on sorte de la pièce. Nous sommes sortis de la cuisine, avons compté jusqu'à 10, puis sommes revenus. La table de la salle à manger se trouvait maintenant au milieu du salon. Terrifié par le paranormal, Bill Jr. était au bord de la panique totale.
Mon mari souffrait de cardiomyopathie et ce genre de tension était dangereux pour lui. Nous sommes partis et avons ensuite informé ses parents de ce que nous avions vu. Bien que Lee ait été presque aussi effrayé que Bill, Bill Senior a balayé ses inquiétudes d'un revers de main et nous a encouragés à finir de nettoyer la maison. Un couple mal assorti du nom de Tom et Michelle furent les suivants à emménager dans la maison de Bill Jr. Nous avions aussi un autre locataire qui vivait dans l'ancienne maison de Dominica, un homme plus âgé nommé Monty. À cette époque, il a pris des dispositions avec Lee et Bill Senior pour que son fils Brad vienne vivre avec lui. Une fois que tout le monde s'est installé, il n'a pas fallu longtemps avant que de nouveaux soucis commencent. Brad était un jeune homme reclus qui ne parlait ni ne souriait jamais. Nous pensions qu'il était simplement quelqu'un de réservé, mais il semble que nous nous étions trompés. Lors d'une de ses promenades dans le quartier, Lee est passé devant la vieille maison. Alors tu as vu Brad dans le jardin en train de planter un arbre à l'envers, de sorte que les racines étaient vers le haut. Et quand il l'a remarqué, il l'a fixé, la pelle à la main, se redressant comme si son corps était tiré vers le haut par des ficelles. Lee s'est dépêché de rentrer chez lui, effrayé à l'idée qu'il allait se lancer à sa poursuite. Un jour, j'ai remarqué Michelle d'à côté qui traînait dans le jardin de devant. Son visage était enflé et marqué de bleu récent. Elle a chuchoté qu'elle et Tom s'entendaient bien avant, mais qu'il était devenu violent et irritable depuis qu'ils avaient emménagé chez Bill Jr. J'ai proposé de l'emmener dans un refuge, mais Michelle m'a assuré qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même. Une semaine s'est passée, et Michelle était introuvable. Tom m'a informé qu'elle l'avait quittée et qu'elle ne reviendrait pas. Quelques semaines après son départ, Tom est lui aussi parti sans préavis. Comme Danny avant lui, il avait laissé la propriété impeccable, bien qu'un des tapis du salon manquait. Que Tom l'ait emporté ou jeté ne faisait aucune différence pour nous. Le tapis était de toute façon vieux et en train de tomber en morceaux. Un homme étrange est venu chez Bill Jr. quelques jours plus tard pour chercher Tom. Je lui ai dit que Tom était parti et que nous ne savions pas où il se trouvait maintenant. L'homme m'a alors demandé si j'avais entendu parler de ce qui était arrivé à Michelle. Son corps avait été retrouvé dans une décharge, enveloppé dans un tapis. Bill Jr. avait toujours le nez dans le journal. Il a dit qu'il n'avait ni lu l'histoire ni vu quoi que ce soit aux informations. Il était convaincu que l'homme nous avait simplement menés en bateau. Mais ma première réaction a été d'appeler la police. Si Michelle avait été assassinée, nous serions peut-être les seuls à avoir des informations sur elle. Lee a insisté avec véhémence pour que nous nous occupions de nos propres affaires. Son père avait été un membre influent de l'une des familles de la Costa Nostra dans le sud de la Californie, et s'il y avait une leçon qu'il lui avait apprise, c'était de ne jamais s'impliquer avec la police. Donc nous ne l'avons pas fait. À la lumière de ces événements récents et troublants, nous avons pris la décision de vendre les 2 propriétés locatives ainsi que notre maison, et de déménager dans la partie nord de Rancho Cucamonga. Après notre décision, Bill Senior a trouvé un cadre photo retourné contre le mur dans le couloir. C'était le début d'une nouvelle série d'activités inhabituelles dans notre maison. Chaque jour, des objets ménagers et des bibelots se retrouvaient dans des endroits inhabituels de la maison ou disparaissaient, et cela a continué jusqu'au jour où nous avons acheté une nouvelle maison. À la fin du mois de décembre 1987, notre déménagement dans la nouvelle maison était presque terminé. Je suis allé avec Lee lorsqu'elle était retournée dans notre ancienne maison sur Archibald pour récupérer le reste de ses affaires. Alors que nous rassemblions les dernières boîtes dans l'ancienne chambre de Lee et de Bill Senior, un bruit explosif a retenti dans la cuisine. Nous avons laissé tomber les boîtes et nous nous sommes précipités. Des éclats de bois brisés jonchaient d'un coin la cuisine en éclats et en morceaux. Le placard avait été presque complètement arraché des murs. Alors que nous restions là à regarder, le fracas du verre brisé éclata dans la chambre où nous nous trouvions. Nous nous sommes précipités en arrière et avons vu que les fenêtres de la chambre avaient été soufflées de l'intérieur. Cet événement violent nous a convaincus que nous avions fait le bon choix en déménageant. Au début de 1988, nous étions complètement installés dans notre nouvelle maison. 2 semaines se sont écoulées sans aucun événement inhabituel, et nous avons tous poussé un soupir de soulagement car nous avions laissé l'étrangeté derrière nous. La paix n'a été que temporaire. Dans le couloir à l'étage, Bill Senior a découvert un cadre photo retourné face au mur. Nous avons été confrontés à la sombre possibilité que quoi que ce soit qui causait les phénomènes sur Archibald nous avait poursuivis jusqu'ici. Mais un seul incident ne voulait pas forcément dire quelque chose.
Lee a dit qu'elle avait peut-être retourné le cadre en faisant la poussière, et nous avons accepté ce mensonge rassurant. Une série d'événements bizarres a suivi. Notre système d'interphone domestique s'est mis à biper au milieu de la nuit. Pendant plusieurs nuits d'affilée, nous entendions ce qui ressemblait à des cris lointains, des appels à l'aide, ou nos noms murmurés d'une voix basse. Nous nous sommes dit que les appareils étaient défectueux et nous avons fini par les débrancher. Chacun de nous découvrait aussi chaque jour des objets dans la maison qui étaient retournés. Des photos, des statues, des poupées, des livres, tous inversés de façon à faire face au mur. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose dont aucun de nous ne pouvait se dire responsable. En nettoyant la salle de bain à l'étage un matin, Léna a découvert un message sur le miroir, écrit avec du savon. « Parle-moi ». Naturellement, nous avons cru que l'un d'entre nous avait écrit le message, simplement parce que quelqu'un devait l'avoir fait, et pourtant, personne n'a avoué. J'ai nettoyé le miroir avec un gant de toilette. Si quelqu'un ou quelque chose d'autre avait produit ce message, alors cela pouvait se reproduire. Ma famille, Fan et moi avons attendu dans la chambre, blottis au bord du lit de Lee et Bill Senior. J'ai compté 2 minutes, puis je me suis faufilé dans la salle de bain. Il y avait une nouvelle inscription sur le miroir. Aucune issue. Chaque jour m'apportait plus de messages. La présence responsable de l'écriture semblait être utile, mais contradictoire par nature. Beaucoup de ces messages étaient en réalité des avertissements. Néné, mauvais fil dans le grenier. Danger dans la pièce. Feu est mort. Restez à l'écart. Néné était un surnom d'enfance de Lee, utilisé par sa sœur aînée. Elle était certaine que c'était l'esprit de sa sœur qui produisait l'écriture, mais Bill Senior a inspecté le grenier et n'a rien trouvé d'inhabituel. Nous ne comprenions pas pourquoi, mais la présence avait essayé de nous tromper. « Imbécile », écrivit-il ensuite. L'après-midi, la ruse était terminée. Le premier message de la journée couvrait toute la surface du miroir. « Je déteste Lee. » Aucun de nous ne savait pourquoi cette présence écrivait cela. Nous ne savions même pas qui ou ce que c'était. « Qui es-tu ? As-tu un nom ?» a demandé Bill Senior. Nous sommes sortis de la salle de bain. À notre retour, un seul mot avait été écrit. Prince. Depuis le tout début de ces incidents paranormaux, Lee avait refusé de laisser Bill Jr. et moi essayer de trouver des personnes qui pourraient nous aider. Elle soutenait que les gens penseraient que nous étions fous et nous ostraciseraient. Ce dernier événement a été un tournant pour elle. Nous ne pouvions plus nier la nature paranormale de l'activité dans notre maison, surtout maintenant qu'elle était devenue menaçante. Lee a finalement accepté qu'une intervention extérieure était nécessaire. Elle s'est tournée vers la meilleure source d'aide spirituelle qu'elle connaissait, la foi, et a contacté une église pour organiser une bénédiction de la maison. Quelques jours plus tard, un prêtre est arrivé à notre porte. Il n'est pas allé beaucoup plus loin. À peine quelques pas dans le vestibule, il s'est figé. Il a aspergé de l'eau bénite dans l'air, a murmuré quelques mots de prière, puis s'est précipité vers sa voiture et est parti à toute vitesse. Lee était dévasté et Bill Jr. et moi savions que nous allions devoir explorer d'autres pistes si nous voulions trouver de l'aide. En attendant, la communication devenait de plus en plus hostile. « Je déteste Lee. Lee est mort. » Ces mots sont apparus dans le miroir tout au long de la journée. Les menaces verbales n'étaient donc que le début. La présence a déclenché une attaque sans fin contre notre maison. Elle gravait régulièrement des symboles sur les murs et les portes, les découpait dans les tapis, les arrachait de la moquette ou les formait par tous les moyens possibles. Chaque surface était une toile potentielle. Ces symboles nous étaient totalement étrangers. Beaucoup défiaient carrément toute description. Le plus remarquable était un grand triangle avec une forme en S attachée en bas, comme une queue. Nous le voyions constamment, comme si notre maison avait été marquée. La présence semblait avoir un mépris particulier pour la religion, ce qu'elle montrait en détruisant les objets catholiques de Lee. L'autel dans la chambre de Lee et Bill Senior était régulièrement démonté et éparpillé sur le sol. Lee retrouvait souvent ses statues de Jésus et de divers saints en morceaux.
La tête et le bras gauche étaient toujours cassés. Des graffitis obscènes à caractère religieux étaient fréquemment retrouvés sur les murs. Jetés hors de leur emplacement d'origine, parfois avec une telle force qu'ils en étaient les brisés. Intimidé par ces démonstrations de violence, Lee était prêt à déménager au rez-de-chaussée, mais Bill Senior refusa d'abandonner sa chambre. Un soir, ils allèrent se coucher pour découvrir que leur matelas avait été découpé en lambeaux. Par mesure de sécurité, Lee et Bill Senior ont emménagé dans la chambre principale avec Bill Jr. et moi-même. Le deuxième étage abandonné prenait une atmosphère oppressante et lourde. En montant l'escalier, on pouvait sentir l'air devenir épais et étouffant jusqu'à ce que cela devienne presque insupportable. S'immiscer dans nos vies ne suffisait pas. Notre envahisseur invisible avait également annexé une partie de notre maison. Mais descendre au rez-de-chaussée n'a pas épargné Lee de la colère de cette présence. N'ayant plus personne à qui transmettre son message à l'étage, la présence a commencé à écrire la plupart de ses communications sur l'un des miroirs de la salle de bain du rez-de-chaussée à la place. Des phrases comme « Je déteste Lee » et « Lee meurt » remplissaient là constamment le miroir. Et si quelqu'un ne l'essuyait pas, les inscriptions s'étendaient sur les murs sous forme de griffures et d'entailles. La présence a alors lancé un siège indirect contre ma belle-mère. Elle a détruit ses vêtements, volé ses effets personnels et a commencé à commenter sa vie quotidienne. Quand elle lisait la Bible pour se consoler, elle écrivait des messages comme « Qu'entretenant Franzet comme le conte de fées de Dieu. Lee s'est mis à parler le langage obscur du Tarbricht, qui est un dialecte albanais très rare à Bill Jr., en supposant que l'entité ne pourrait pas les comprendre. Cela lui aurait permis d'avoir une certaine forme d'intimité. Cependant, dans son message suivant, l'entité a écrit à Lee dans la même langue avec une parfaite aisance. En quelques semaines à peine, notre situation s'était transformée en une urgence incompréhensible. Bill Jr. et moi nous sommes plongés dans la recherche d'experts. À Rancho Cucamonga, et, nous le croyons, nous avons consulté toutes les librairies, les conventions de voyants, les boutiques occultes et tout autre lieu susceptible de nous mettre en contact avec des experts du paranormal. Bientôt, un flot constant d'inconnus entrait et sortait de notre maison, tous se proclamant chercheurs, travailleurs de lumière et enquêteurs. La présence se moquait de nos efforts pour la combattre, souvent en rejetant l'expert appelé, le traitant de lâche ou disant qu'il n'avait aucune puissance. C'était une façon de nous informer que le prochain challenger était totalement impuissant. Jusqu'à présent, personne n'était parvenu à réfuter la présence. Notre premier contact significatif a été une équipe locale de médiums qui est venue enquêter dans notre maison. Ils nous ont informé que notre maison était habitée par une entité ancienne et puissante. Malheureusement, c'était tout ce qu'ils pouvaient nous dire. Le terme, l'entité est restée avec nous. Cela nous a donné un mot concret pour décrire la présence dans notre maison et donc nous avons commencé à l'appeler ainsi. Avec le temps, les attaques de l'entité contre Lee sont devenues de plus en plus violentes. Sortant de nulle part, mais généralement de l'arrière, des objets ont traversé le bicellaire et la frappaient à la tête. Des chaussures, des pommes de terre, des objets qui pouvaient me blesser sans forcément causer de dommages durables. Puis vinrent les couteaux. Par un matin de printemps doux et sans méfiance, Lee alla prendre sa place au bout de la table de la cuisine. Une froideur tranchante effleura l'intérieur de sa cuisse. Elle poussa un cri et bondit de sa chaise. La lame scintillante d'un couteau avait été plantée à travers le siège. Les plus simples des conforts n'étaient plus sûrs pour Lee. Les chaises, les oreillers, les canapés et même son lit pouvaient être des pièges potentiels. Elle ne pouvait plus se reposer nulle part sans d'abord inspecter minutieusement l'endroit. Notre première année dans notre nouvelle maison n'était pas encore écoulée, mais nous avions déjà changé. Lee et Bill se faufilant dans les couloirs pendant la journée, essayant de rester discrets et inaperçus, et ils ne pouvaient entrer dans aucune pièce sans allumer la lumière. J'ai commencé à m'habituer aux nuits sans sommeil. Mes nerfs étaient marqués par la peur constante pour la sécurité de ma famille, et chaque petit bruit après la tombée de la nuit était une alarme, me poussant à les défendre. Alors que nous continuions à chercher de l'aide, tout ce que nous pouvions faire était d'endurer les abus de l'entité et la destruction de notre foyer. Pour punir notre persévérance, l'entité utilisait constamment de nouvelles tactiques pour miner notre santé mentale.
Tout au long de 1988, la gamme habituelle d'activités était accompagnée chaque mois d'une série tournante de nouveaux phénomènes. Des odeurs âcres et répugnantes remplissaient sporadiquement la maison de relents d'excréments ou de nourriture pourrie. Des bruits étranges envahissaient tôt la plupart des pièces, et il semblait souvent que des gens marchaient à l'étage. Des rats ont infiltré notre garde-manger et se sont faufilés dans les murs de notre maison. Et pendant un mois entier, des corbeaux se sont jetés contre la porte-fenêtre de la chambre principale dans des élans suicidaires. Pendant l'incident des rats, Bill Senior a insisté sur le fait que le problème de rongeurs pouvait être résolu avec la bonne quantité de poison. Non seulement les rats recevront le poison, a averti l'entité dans le miroir. J'étais désespéré. Mon incisive a acquiescé à l'idée de rongeurs hérissés courant partout sur nous. Il fallait faire quelque chose de radical. Ce n'étaient pas des rats ordinaires. Dans le garde-manger, ils nous fixaient depuis les poutres, imperturbables et sans peur. Compte tenu de la nature inhabituelle des rats, nous avons supposé que l'entité était impliquée dans leur infiltration. Mon premier et dernier recours m'a conduit à la salle de bain. Le miroir sur lequel l'entité avait écrit en était venu à la représenter physiquement. Alors je lui ai parlé en m'adressant à l'entité de cette façon. « S'il te plaît, ne laisse pas les rats entrer dans notre maison, ai-je dit. Si tu ne veux pas les faire partir, alors au moins ne les laisse pas aller plus loin que là où ils sont maintenant. » J'ai quitté la salle de bain, mais je n'ai trouvé aucune réponse à ma demande en revenant. Je savais que l'entité m'avait entendu. Elle nous entendait toujours, mais je ne savais pas si elle allait écouter. Et franchement, pourquoi le ferait-elle ? Elle ne pouvait pas nous voir comme autre chose que des jouets. C'était peut-être une coïncidence, mais les terribles bruits de grattement dans les murs ont cessé le lendemain. Nous y avons pensé, mais déménager à nouveau aurait été futile. Ça n'a pas marché la première fois et l'entité a bien fait comprendre qu'elle n'était jamais loin de nous, peu importe où nous allions. Nous retrouvions des souvenirs des endroits que nous avions visités, un badge de serveuse d'un restaurant ou des objets d'un magasin que nous n'avions pas achetés. Pire encore, l'entité accomplissait parfois des actes étranges qui nous mettaient dans des situations troublantes. Si nous devions rencontrer de nouveaux experts en voyage, alors l'extérieur de chaque hôtel ou motel où nous séjournions était vandalisé avec les mêmes symboles qui marquaient notre maison. Nous ne pouvions pas fuir. Nous n'avions qu'une seule option. Survivre. Mais combien de temps pouvions-nous tenir ? Nos vies se sont encore détériorées sous l'ombre de l'entité. L'y passait la plupart de ses journées recroquevillée à la table de la cuisine ou blottie sur le canapé, les yeux injectés de sang scrutant les environs à la recherche du danger qu'elle savait tapi dans l'ombre. Bill Jr. ne tarda pas à se joindre à moi dans mes comptes à rebours jusqu'au lever du soleil, car la maison lui semblait bien plus menaçante dans l'obscurité. Nous survivions aux nuits, trouvant un réconfort temporaire à chaque aube. Je pouvais tolérer ce mode de vie, mais la mauvaise santé de Bill Jr. était une préoccupation particulière. Ses limitations physiques l'empêchaient de faire face au chaos que l'entité avait provoqué parmi nous, et tout sommeil qu'il trouvait le matin était de courte durée. Entre la surveillance du miroir, l'inquiétude pour ma famille et les réparations constantes de la maison, l'exigence de vigilance était épuisante. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, je n'étais pas particulièrement inquiet pour moi-même. Je n'avais pas peur de l'entité, et ce fut tôt, pas plus tard, que je me suis demandé pourquoi. Lee et Bill Jr. étaient terrifiés. Alors, je n'aurais pas dû l'être aussi ? Pourtant, ma voix intérieure me répondit avec une certitude placide que l'entité ne pouvait pas m'atteindre. Je savais que c'était vrai, mais je me suis demandé pourquoi, et je ne pouvais pas l'expliquer à ce moment-là, et je ne le peux toujours pas maintenant. Je savais simplement qu'il n'y avait pas d'autre façon de le dire. Franchement, même si je n'avais pas eu ce sentiment étrange de savoir, la peur grandissante qu'il arrive quelque chose à ma famille, ne laissait aucune place en moi pour me préoccuper de moi-même. Je n'avais toujours absolument aucune idée de la façon dont je pourrais protéger qui que ce soit contre un assaillant qui n'apparaissait nulle part, mais semblait être presque partout à la fois. La seule chose que je pouvais faire, malgré tous mes efforts, c'était d'égaler la présence omniprésente de l'entité pour que Lee et Bill Jr. ne souffrent pas seuls. Puisque Lee était souvent l'épicentre de l'activité paranormale et que Bill Jr. détestait être ailleurs que dans la chambre principale tout seul, cela signifiait que nous passions la grande majorité de notre journée tous les trois ensemble, en compagnie directe et constante, ce que Lee préférait.
Elle a été la première à remarquer que l'entité ne lui faisait jamais rien quand j'étais près d'elle. Si elle me donnait un de ses objets personnels, comme un chemisier ou son portefeuille, je pouvais le lui rendre intact le lendemain. Tout ce qui m'était confié ne subissait jamais aucun dégât de la part de l'entité. Non, il n'y avait ni objet lancé, ni couteau caché que Lee devait éviter tant qu'elle restait à mes côtés. Mais Strayer est allée trop loin et elle était une cible légitime pour cela. Je ne devrais pas oublier de mentionner Bill Senior dans tout cela. Il peut sembler qu'il était étrangement absent, et d'une certaine manière, il l'était. Il a observé les attaques de l'entité contre Lee avec un intérêt vague. Il était l'observateur, calme, détaché, insensible à l'invasion massive du paranormal dans nos vies, jusqu'à ce que cela implique des dégâts matériels. En ce qui me concernait, Bill Senior n'avait pas besoin que je veille sur lui, pas quand la plus grande menace pour lui était un coup porté à son portefeuille. Quelque part durant la seconde moitié de 1988, nous avons assisté à une foire psychique locale où nous avons entendu parler d'une femme appelée Aile Rouge. Elle s'est présentée comme une chamane amérindienne. Après que je lui ai parlé de nos difficultés avec l'entité, elle m'a demandé de la rencontrer chez l'aîné de sa tribu à Los Angeles. Dans une hutte chauffée par le feu derrière la maison de l'aîné, je me souviens des épreuves de ma famille contre l'entité. Redwing a parlé à l'aîné comme moi, et j'ai pensé qu'elle traduisait peut-être mon récit. Après que j'ai terminé, elle et l'aîné ont échangé quelques mots entre eux. Redwing m'a informé qu'elle avait reçu la permission de nous aider dans notre combat contre l'entité. J'ai remercié l'aîné et je me suis levé pour partir avec Redwing. Avant que je ne parte, l'aîné m'a arrêté et m'a parlé directement. Je ne comprenais pas ses mots, mais il y avait une certaine solennité dans son ton. Redwing a dit « Il dit que tu n'es pas celui que tu crois être ». Je ne savais pas quoi penser de cet étrange adieu, ni à quoi m'attendre lors de la confrontation à venir avec l'entité. Quelques jours plus tard, Redwing est arrivé chez nous avec un autre chaman, un homme appelé Panthère de Feu. Sans explication, ils m'ont demandé de les accompagner à l'étage. L'air s'est épaissi alors que je montais l'escalier. Le deuxième étage étouffait sous le poids menaçant. Après avoir examiné l'ensemble de la zone, Redwing et Panthère de Feu décidèrent de commencer un rituel dans le salon. Panthère de Feu sortit un fagot de sauge d'une pochette et en brûla une extrémité. Il fit passer la fumée à l'étage avec une grande plume et tourna son attention vers le grenier. Sans hésiter, Aile Rouge ouvrit la porte du grenier et Panthère de Feu fit entrer la fumée dans la pièce. La fumée ressortit. Le grenier était bien isolé et il n'y avait aucun courant d'air à l'étage. Nous savions tous que la fumée était repoussée. Redwing a dit que nous devrions affronter l'entité dans son domaine. Ensemble, nous sommes montés tous les trois dans le grenier. J'ai allumé la lumière et je me suis préparé dans l'embrasure de la porte. Panthère de Feu a continué à brûler de la sauge et a commencé à chanter sur un rythme régulier. « Nous forçons l'entité à se révéler », a dit Aile Rouge. Il y eut un grincement soudain. Un rouleau d'isolant glissa le long du mur du fond du grenier. Le matériau bougea de nouveau, se tordit et se plia. Il me vint vaguement à l'esprit que sa silhouette avait une tête énorme et qu'elle se formait sous mes yeux. Une mâchoire massive se creusa, des pommettes saillantes apparurent et une corne jaillit à la place d'une oreille, s'enroulant vers le bas dans le sens des aiguillons d'une montre, la pointe passant en biais devant un front proéminent. Le visage achevé faisait face au mur. L'ombre de l'un des yeux enfoncés était visible depuis l'endroit où je me tenais, regardant vers un lointain ailleurs. L'isolant a gardé cette forme pendant plusieurs secondes, puis s'est effondré au sol en un tas. Nous sommes retournés au salon en silence. Il nous a fallu un moment pour digérer ce à quoi nous venions d'assister. Redwing regretta de m'avoir dit que l'entité était bien plus puissante qu'il ne l'avait imaginé. Malgré leur capacité, elle et Panthère de Feu seraient incapables de l'expulser de notre maison. Notre recherche de secours allait se poursuivre. Vers la fin de 1988, nous avons fait la connaissance du chercheur paranormal Gary Kent. Il a reconnu que notre cas représentait une occasion de faire avancer le domaine de la parapsychologie et a proposé de séjourner chez nous pour documenter l'activité de l'entité. C'était une proposition intrigante. Nous nous sentions isolés dans notre détresse,
Alors l'idée que quelqu'un d'autre, quelqu'un en dehors de notre famille, puisse observer les phénomènes qui nous tourmentaient, nous semblait bénéfique, comme si cela allait valider notre expérience, et nous avons accepté à l'unanimité la proposition de Gary. Lors de sa première nuit, Gary est entré d'un pas assuré dans le salon familial et a lancé d'une voix forte « Montrez-moi ce que vous savez faire ». Le deuxième étage avait un balcon ouvert qui donnait sur le salon familial. Depuis les ombres au-dessus, un livre a volé vers le bas et a éraflé Gary sur le côté de la tête. À partir de ce moment-là, l'entité a jeté son dévolu sur Gary, redirigeant vers lui bon nombre des tourments qu'elle réservait habituellement à Lee. Elle a déchiré ses vêtements, détruit ses biens les plus précieux et rempli les miroirs d'insultes, de menaces et d'informations personnelles embarrassantes. Nous retrouvions son courrier partiellement brûlé dans notre boîte aux lettres, des arrangements bizarres de couteaux disposés sur son lit dans la chambre d'amis, et la pièce elle-même était mise sens dessus, dessous chaque jour. Et dans le rare cas où Gary pensait qu'il pouvait y avoir un moment pour se détendre, l'entité était prête à frapper directement l'homme lui-même. Une fois, alors que Gary était assis à la table de la cuisine, nous avons entendu un bruit sec. Des touffes de cheveux ont commencé à tomber de la tête de Gary. Il a sursauté et s'est précipité dans le jardin pour s'échapper, laissant derrière lui une traînée de cheveux éparpillés. J'ai découvert Ed et Lorraine Warren grâce à leur livre « Les démonologues ». Leur réputation et leur expérience m'ont inspiré une confiance que personne d'autre n'avait encore suscitée en moi. Si quelqu'un pouvait nous aider, j'étais certain que c'était eux. J'ai contacté les Warren pour discuter de notre situation difficile. Il se trouvait qu'ils avaient l'intention de se rendre à Los Angeles pour affaires dans un avenir proche, et ils étaient prêts à nous apporter leur soutien. Lors de leur enquête préliminaire, Lorraine a exploré notre maison, essayant de détecter toute impression psychique générée par l'entité. Ses conclusions étaient alarmantes. « Il y a une présence dans cette maison », a-t-elle dit. « C'est un démon, et l'un des êtres les plus anciens et les plus puissants que j'ai jamais rencontrés. Il est ancien, très ancien et maléfique. » Au cours du deuxième jour de leur enquête, les Warren ont déterminé que le droit de provocation était nécessaire pour découvrir l'identité de l'entité. Grâce à cette cérémonie, ils forceraient Tense à l'entité à se révéler, des mots que j'avais déjà entendus de Red Wing et Fire Panther il y a des mois. Je n'avais pas oublié le visage que j'avais vu dans la forme du grenier, mais quel est-il advenir des efforts des Warren ? Les Warren ont mené le rite de provocation le soir suivant. Ils ont choisi notre salon à cet effet. Nous nous sommes assis en forme de U sur les canapés, tandis qu'Ed et Lorraine se sont installés sur une paire de chaises séparées de nous, mais faisant partie de la formation. Ed a organisé une série de prières d'ouverture. Alors qu'il parlait, une lourdeur s'est infiltrée dans la pièce et s'est abattue sur nous. Pendant le rite, Bill Sinus s'est soudainement effondré en avant. Il s'est alors relevé, changeant en se redressant. L'un de ses bras s'est recroquevillé contre son corps comme un membre desséché et sa colonne vertébrale s'est courbée en une basse bosse. Il s'est avancé en boitant vers Ed, traînant une jambe. Un grondement sourd, plus animal que humain, a grondé dans sa gorge. Alors que Bill Senior se tenait au-dessus de lui, les mains d'Ed se sont levées. Pincée entre ses doigts, il y avait une petite fiole en verre contenant un éclat de bois. Il la brandit devant le visage de Bill Senior et cria « Cette relique est un morceau de la Sainte Croix, et elle me protège. Tu ne peux pas me faire de mal. » Bill Senior s'arrêta et ricana d'un air de loup, découvrant ses dents. Sa voix n'était presque plus la sienne. « Je vais te le mordre de la main, mâcher le bois et te le recracher au visage. » Aucun des deux hommes ne cédant de terrain, Bill Senior tourna son regard vers Lorraine, la saisissant d'un regard furieux. Elle le fixa avec défi, le repoussant. Il s'éloigna en boitant et s'effondra sur le canapé, là où il était assis. Il s'affaissa sur lui-même, puis se redressa sur le siège. Il cligna des yeux et jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il attendait que quelque chose se produise. Les Warren pensaient que l'entité influençait directement les actions de Bill Senior. Bien qu'il ait semblé aller bien après la cérémonie, l'incident était une source d'inquiétude. Les Warren n'avaient pas personnellement le pouvoir de forcer l'entité à partir, mais ils ont pris des dispositions avec l'église Sainte-Marie des Anges de Los Angeles pour un exorcisme. Mais cela ne s'est jamais concrétisé. Après l'enquête des Warren, Gary a trouvé un nouveau logement ailleurs et a quitté notre maison. Lee était de nouveau le seul à subir l'agression physique de l'entité.
Un jour, elle a commis l'erreur de s'aventurer seule dans le garde-manger. Bill Jr. et moi étions dans le salon familial lorsque nous avons entendu des coups frénétiques frapper à la porte du garde-manger. La porte était coincée. Bill Jr. a dû la forcer pour l'ouvrir et nous avons découvert Lee allongé par terre dans le noir. Nous l'avons aidé à s'asseoir et c'est alors que nous avons vu les preuves d'une agression. De profondes marques rouges striaient son cou. Tremblante, elle a réussi à nous dire que l'entité avait tenté de l'étrangler. Elle pensait qu'elle allait la tuer. Cette agression physique directe m'a poussé à bout. Il y avait souffert plus que quiconque. Ma belle-mère était une femme merveilleuse, une épouse dévouée et une mère attentionnée. Elle ne méritait pas ça. Qui le méritait ? J'ai foncé dans la salle de bain. Le miroir était vide. Je me suis placé devant le lavabo et je me suis concentré. La colère n'obscurcissait pas mon esprit, elle l'aiguisait. J'ai compris que pour affronter l'entité, je devais la ramener à mon niveau. Pourtant, je ne sais pas où j'ai trouvé le courage de parler comme je l'ai fait. C'est comme ça que ça va se passer. Je te traiterai avec respect et tu me traiteras avec respect. Je n'accepterai rien de moins, ai-je dit en regardant dans le miroir. Tu ne toucheras pas à mon enfant, tu ne toucheras pas à mon mari et tu ne toucheras pas à Lee. Je suis sorti de la salle de bain pour laisser à l'entité un moment pour répondre. Il y avait un message sur le miroir. Je ne toucherai pas à l'enfant. Je ne toucherai pas à ton mari. Lee m'appartient. J'ai demandé à l'entité d'expliquer. L'échange qui a suivi a duré bien plus d'1 heure. L'entité a rédigé une histoire d'une époque passée, un récit sur les sombres intrigues d'un monastère français dans les années 1600. Un réseau de moines hérétiques a autrefois servi l'entité en secret. Pour honorer le pacte qu'ils avaient conclu, ils devaient accomplir un rituel de sang. Ils avaient capturé une nonne dans le but de la sacrifier, mais une trahison venant de l'intérieur de leur ordre a empêché le rituel d'être accompli. Dans une vie antérieure, Lee était cette nonne, promise mais jamais offerte. Il était revenu pour elle dans cette vie, et il venait réclamer ce qui lui était dû. Je ne vais pas laisser cela arriver, dis-je, puis je me suis arrêté, cherchant un terme pour m'adresser à l'entité. Je n'avais pas oublié qu'il nous avait dit que son nom était prince, mais je n'étais pas prêt à accorder à l'entité la dignité ou le pouvoir d'un rang royal. J'avais besoin d'un autre nom pour appeler l'entité. L'entité. Puis ça m'est devenu, monsieur Entité. C'était le petit ajout du titre respectueux à un surnom familier, un bon compromis qui clarifiait ma position. Je n'avais aucun moyen réaliste de vérifier l'histoire de monsieur Entité à propos du monastère, mais cela ne changeait rien. Tout ce qui comptait, c'était que l'entité allait continuer à poursuivre Lee, et que j'allais faire tout mon possible pour la protéger. Comme il s'est avéré, accorder à monsieur Entité son nouveau titre a marqué le début d'un changement important dans ma relation avec lui. D'après sa volonté d'offrir une certaine perspective sur ses motivations, il semblait que l'entité était étonnamment ouverte à la conversation. Pour clarifier, la communication avec elle suivait généralement une procédure spécifique. L'écriture n'apparaissait jamais directement devant nous. Nous pouvions tourner la tête et bien sûr en quelques secondes un message apparaissait, et c'était souvent le cas sur des surfaces en verre dans toute la maison, mais l'entité avait une certaine prédilection pour les miroirs. La plupart des communications avaient lieu dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Je pouvais poser une question, sortir de la pièce, et quelques instants plus tard, une réponse était inscrite avec du savon. Au début, j'ai commencé à converser avec lui, au cas où je pourrais apprendre quelque chose qui m'aiderait à identifier qui ou ce qu'il était. Nos premiers échanges n'étaient guère plus qu'une série de questions et de réponses. Une question restait toujours sans réponse. « Qu'es-tu » Même si monsieur Entité avait révélé sa prétendue histoire avec Lee et que l'on ignorait toute tentative de percer sa véritable nature. Il était clair qu'il n'allait pas fournir d'informations à utiliser contre lui, mais la conversation est vite devenue un objectif en soi. J'avais compris qu'il y avait un avantage particulier à nos échanges. Lorsque monsieur Entité investissait son énergie à écrire dans le miroir, il était moins actif ailleurs dans la maison. Cela se traduisait par moins de réparations dans la maison et moins d'attaques contre Lee, ce qui signifiait que la journée serait moins pénible et misérable pour tout le monde. Un matin, j'ai trouvé ces mots sur le miroir de la salle de bain. « Lee mourra dans 10 jours. » Nous avions vu
Des centaines de menaces de mort contre Lee, mais rien d'aussi décisif. Chaque jour, ce compte à rebours diminuait. Je me suis dit que la prédiction devait être une autre des tactiques d'intimidation de l'entité. Ça devait être ça parce que Lee était en bonne santé et il ne pouvait pas la tuer, sinon elle serait morte depuis longtemps, ou du moins c'est ce que je croyais. Le dernier jour du compte à rebours, Lee s'est réveillée exceptionnellement tôt, souffrant soudainement d'essoufflement et de douleurs à la poitrine. Alors on l'a été admise à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une pneumonie avancée et une insuffisance cardiaque congestive. En soins intensifs, Lee s'est encore détériorée à mesure que son cœur s'affaiblissait. Après 3 semaines de traitement intensif, elle s'est quelque peu rétablie et a été transférée dans une chambre privée. Mais elle était encore très malade et sombrait par moments dans l'inconscience. Bill Senior était en grande partie indifférent à l'état de sa femme, mais néanmoins, lui et moi alternions les visites à l'hôpital pendant qu'il se remettait. Pendant cette période, nous ressentions à peine la présence de l'entité à la maison. Il se sentait obligé de nous rappeler sa présence. De temps en temps, un bibelot ou une photo était retourné, mais je n'avais à nettoyer le miroir qu'1 ou 2 fois par jour. Finalement, et contre toute attente, Lee s'est rétablie petit à petit et bientôt elle était suffisamment en forme pour rentrer à la maison. Je n'ai pas réalisé à quel point la survie de Lee était miraculeuse jusqu'à ce qu'elle me confie, la nuit de son retour, que l'entité était venue pour elle pendant qu'elle était à l'hôpital. Chaque fois qu'elle était éveillée, elle voyait une tache noire au plafond de sa chambre d'hôpital. Elle s'approchait de plus en plus, se déplaçant sur le plafond, s'infiltrant le long du mur et glissant pour se placer au sol à côté de son lit. De cette tache s'élevait une colonne d'ombre qui se dressait au-dessus d'elle et tendait vers elle un membre mince et sombre. Dans l'espace hurlant entre Lee et l'ombre, l'air scintillait. Une brume se rassembla rapidement, gagnant en couleur et en netteté, se condensant en la forme d'une vieille femme. Elle jeta un regard en arrière, observant Lee avec affection. Lee vit alors que la femme âgée était sa mère, Domenica. L'ombre se retira dans le sol, puis disparut dans le néant. Maman était là. Elle se tenait devant moi et ne laissait pas l'entité s'approcher de moi. « Je serais morte dans cette pièce sans elle, j'en suis sûr, » dit Lee. Est-ce que c'était réel ? Les expériences de Lee étaient-elles les imaginations d'un esprit délirant et terrifié, ou bien une intervention de l'au-delà ? Je ne pourrais pas l'affirmer honnêtement. Après avoir vécu dans l'ombre de Monsieur Entité pendant 3 années éprouvantes, j'étais enclin à la croire. La convalescence de Lee allait être un processus long. Elle avait besoin d'oxygène supplémentaire pendant sa guérison. Monsieur Entité a profité de son état de faiblesse pour lancer de nouvelles attaques dévastatrices. Elle se réveillait souvent au milieu de la nuit, haletante parce que son tuyau d'oxygène avait été sectionné. Veiller sur elle pendant sa convalescence a exigé une vigilance extrême de la part de nous tous. Je me séparais rarement de Lee pendant nos années sous l'entité, mais c'est pendant sa convalescence que j'étais le plus réticent à quitter son côté. Parfois cela ne pouvait tout simplement pas être évité. Un soir, j'ai demandé à Bill Senior de rester avec Lee dans la salle familiale jusqu'à mon retour. Je parlais à Bill Jr. dans la chambre principale lorsque Lee a fait irruption par les portes et s'est effondrée à genoux. Elle haletait, souffle après souffle, et j'ai paniqué en pensant qu'elle était sur le point de faire une crise cardiaque. Elle a réussi à se calmer et nous a raconté ce qui s'était passé. Après que j'ai quitté le salon familial, Bill Senior a rapidement trouvé une excuse pour aller au garage. Il a assuré à Lee qu'il ne serait parti qu'1 minute ou 2, et trop épuisée pour s'inquiéter d'être seule, elle s'est allongée sur le canapé et a attendu. Son regard s'est perdu vers le plafond puis vers le 2e étage, plus précisément le balcon, juste au-dessus d'elle, où elle a remarqué une ombre planant au-dessus de la rambarde et a pensé que cela pouvait être Bill ou moi. L'ombre s'est étendue au-dessus de la rambarde et est venue flotter directement au-dessus de Lee, planant dans les airs. C'était une masse de brouillard fumant et de tentacules semblables à des serpents. Elle est descendue sur elle, tournant pour révéler un visage horrible, une bouche béante d'une taille impossible, et 2 yeux semblables à des puits sans lumière. Un élan de terreur donna à Lee la force de sauter du canapé et de s'enfuir. La masse sombre la poursuivit, tendant ses tentacules, la pourchassant jusqu'à la chambre principale. Une soudaine étincelle de colère m'a envahi, une colère contre l'entité et Bill Senior à cause de la façon dont nous devions vivre. Je suis immédiatement allé dans la salle de bain et j'ai dit à l'entité qu'elle ne devait plus jamais se montrer à Lee. Mais qu'est-ce qui me faisait croire que l'entité allait m'écouter ?
Quelques secondes plus tard, le miroir affichait un message griffonné à la hâte. « Tu te mets en travers de mon chemin. Arrête de protéger Lee. » Une nuit, quelque temps plus tard, Bill Senior se réveilla en sursaut dans son lit. Quelque chose de froid avait effleuré sa jambe. Il jeta la couverture et retira un long objet métallique dans la quasi-obscurité. Cela ressemblait à une dague, mais avec une longue poignée. Quand je l'ai examinée à la lumière, j'ai vu que la poignée était en fait barbelée et creuse. Nous ne savions pas d'où cela venait, mais nous savions qui l'avait apporté. Tout de suite, je suis allé à la salle de bain. Je voulais connaître la raison de l'entité d'avoir apporté cette arme étrange dans notre maison. Quand je suis entré dans la pièce, je me suis figé. Les 2 miroirs de la salle de bain étaient recouverts d'écriture. Sur le miroir de droite, il y avait une sombre exigence. Il doit y avoir un rituel de sang. Prends la lance et plante-la dans le cœur de Lee. Le miroir de gauche contenait des instructions pour accomplir le rituel. Les réactifs, les incantations, la manipulation du sang, tout était expliqué en détail. L'arme que je tenais était la pointe de lance. C'était l'arme du sacrifice, le moyen par lequel le sang de Lee devait être versé. Mais entre mes mains, elle ne serait jamais utilisée. Non, ai-je dit à l'entité. Il n'y aura pas de rituel sanglant dans cette maison. J'ai levé l'arme vers le miroir. Je garde cette pointe de lance, elle est à moi maintenant et tu ne la récupéreras pas. À peine les derniers mots eurent-ils quitté mes lèvres qu'une force énorme s'abattit sur la maison. Les murs tremblèrent et gémirent. Je me précipitai vers la chambre principale. Tout le monde allait bien mais était secoué. On aurait dit qu'une bombe avait explosé à l'étage. Nous nous sommes dépêchés de monter au 2e étage. Chaque vitre à l'étage avait été soufflée avec une telle force que même les tringles à rideaux avaient presque été arrachés des murs. Après cette démonstration de colère, je ne comptais plus obtenir de réponse au sujet de la pointe de lance de Monsieur Entité. À un moment donné, nous avons apporté l'arme au musée d'histoire naturelle de Los Angeles et 2 experts l'ont identifié comme un outil rituel du Congo belge destiné aux cérémonies magiques et à divers rites. Ils nous ont demandé comment nous l'avions acquise, car la pointe de lance semblait toute neuve alors qu'elle avait probablement plus de 200 ans. Nous leur avons simplement dit qu'ils ne nous croiraient pas et nous en sommes restés là. À l'été 1989, notre recherche nous a menés vers des personnes qui, comme les Warrens, dégageaient à la fois savoir et compétence, la docteure Evelyn Paglini. Elle s'est présentée à nous comme docteure en parapsychologie et praticienne de magie. Elle était à l'origine basée à Chicago, où elle s'était affrontée à des occultistes rivaux ou, selon ses termes vagues, avait livré une bataille de magie pour une cause non précisée. Elle était sortie victorieuse, mais avait choisi de s'installer en Californie. À ce jour, je ne me souviens pas comment ni où j'avais entendu parler d'elle, mais le docteur Paglini n'était comme personne d'autre parmi ceux qui avaient osé affronter le repère du démon. Après avoir inspecté notre maison en personne, elle nous a ensuite appelés pour mettre en œuvre son plan d'attaque. Au téléphone, elle nous a transmis des phrases et des symboles précis qu'il fallait retranscrire sur le miroir en son nom. Pour chaque ligne ou forme que nous écrivions, Monsieur Entité la rayait et en traçait une à lui. L'entité écrivait contre le docteur Pangolini avec une véhémence inhabituelle. Normalement, son agressivité était réservée à Lee, tandis que les experts qui venaient chander chez nous étaient moqués et écartés. L'entité déversait des insultes sur le miroir, mais un message se distinguait des autres. « Va te faire foutre, tu mens à ma famille. » Nous n'avions aucune idée de ce que cela signifiait, ni pourquoi il nous appelait sa famille, mais de nombreuses années plus tard, nous avons appris que le docteur Paglini était en réalité un membre fondateur de l'église satanique du rite des Néphilim à Chicago. Par procuration, le docteur Pangolini a mené cette bataille à distance, une guerre écrite pendant 1 mois. Elle et l'entité étaient dans une impasse. La prochaine phase de son plan exigeait sa présence physique à notre domicile. En préparation de son arrivée, elle nous a demandé de vider l'ancienne chambre de Lee et Bill Senior à l'étage. Elle ne nous a pas informés de ses intentions avant d'arriver chez nous. Un par un, elle nous a fait entrer dans la chambre à l'étage qui n'était éclairée que par une bougie. Nous devions nous tenir au centre de la pièce pendant qu'elle passait ses mains sur nous. Le docteur Pangolini a expliqué que cela servait à lire notre énergie.
Une fois que tout le monde avait été soumis à ce test impénétrable, la procédure a été conclue et le docteur Pangolini est parti. Elle a dit m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour analyser nos résultats. Elle a appelé quelques jours plus tard avec une révélation sombre. Quelqu'un dans votre famille retient l'entité là-bas. Quelqu'un lui donne la permission de rester et tant qu'elle a cette permission, elle ne peut pas être expulsée. Pour révéler qui parmi nous protégeait l'entité, le docteur Pangolini a effectué un second rituel à distance cette nuit-là. Quelques heures après que nous nous soyons retirés dans la chambre principale, Bill Senior a eu un étrange épisode qui a commencé par une toux persistante et s'est terminé par une sorte de crise convulsive. Après que cela soit passé, Bill Senior a soudainement repris connaissance. Il allait bien mais n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé. Lors de sa dernière réunion avec nous à l'été 1989, la docteure Pangolini a exposé ses conclusions. Elle a dit qu'il n'y avait aucun doute que l'entité était un démon. Mais forte de ses connaissances, elle croyait que ce démon était l'un des 7 princes de l'enfer et qu'il ne pouvait pas être chassé parce que Bill Senior le maintenait attaché à nous. À moins que cela ne change, le docteur Pangolini a conseillé une approche différente. On lui a dit de garder la chambre à l'étage vide et de la consacrer au démon. Un être de sa puissance pouvait rendre nos vies merveilleuses si nous lui rendions hommage, et pour le docteur Pangolini, c'était aussi la seule façon de sauver Lee. Lee fut la première à exprimer son refus, offensée rien qu'à l'idée. Elle ne pouvait que nous souhaiter bonne chance, puis elle laissait partir tout son nombre, nous laissant dans un état de conflit total, et pourtant, elle nous avait apporté une étrange clarté. Il était difficile de contester la réalité des choses, peu importe qui entrait chez nous pour s'opposer à l'entité. Ils ont tous échoué. Superficiellement, l'explication du docteur Pangolini semblait tenir la route, mais pourquoi Bill Senior aurait-il voulu l'entité ? Il ne se préoccupait peut-être pas vraiment de Lee, mais réparer les dégâts quotidiens coûtait cher, pour ne pas dire plus, et l'argent était sa principale préoccupation. Bill Senior, bien sûr, a nié les affirmations du docteur Pangolini. Elle n'avait pas été la première à suggérer un lien entre lui et l'entité. Comme le croyaient les Warren, Monsieur Entité influençait son comportement. Comment pouvions-nous nier la possibilité d'un lien entre eux ? Lee s'est convaincu que tout lien entre Bill Senior et Monsieur Entité était subconscient. Malgré les protestations de Bill Senior, elle a organisé pour lui des séances hebdomadaires chez un psychiatre local. Pendant que divers experts tentèrent d'interroger Monsieur Entité, il faut comprendre qu'il continuait à tourmenter Lee de toutes les manières possibles. Bien qu'elle soit généralement à l'abri des attaques physiques lorsqu'elle était près de moi, l'entité persistait dans son répertoire habituel, détruire ses effets personnels et proférer des insultes et des menaces écrites. Il y avait quelques autres stratagèmes courants. Monsieur Entité trempait souvent le lit de Lee et Bill Senior avec de l'eau, inexplicablement depuis le dessous du matelas vers le haut. Nous devions transporter le matelas détrempé si souvent qu'il nous fallait un deuxième matelas pour Lee et Bill Senior en réserve. Il faisait aussi disparaître des photos de Lee et les utilisait pour illustrer ses intentions à son égard. Nous trouvions des photos d'elle empalées sur des couteaux et placées pour que nous les voyions, ou des couteaux plantés dans ces photos accrochés au mur. Parfois, l'entité utilisait ces photos d'autres façons pour faire passer ses intentions. Une fois, nous avons découvert une grande photo vintage de Lee et de sa jeunesse, étalée sur le tapis du salon. Une faucille à main avait été posée directement dessus. À mesure que Lee endurait chaque attaque, Monsieur Entité innovait de nouvelles façons de l'isoler. Pendant un certain temps, les rendez-vous médicaux de Lee étaient mystérieusement annulés sans raison apparente. Si on posait la question, les réceptionnistes disaient que quelqu'un avait appelé pour les annuler. Puis, pour embarrasser Lee, l'entité a commencé à cacher une chaussure de chaque paire qu'elle possédait, simplement pour rendre ces rares sorties encore plus difficiles. Et bien sûr, l'exigence du rituel de sang persistait. Pendant les années de la hantise, Gary Kemp revenait périodiquement à notre domicile, toujours désespéré de trouver un endroit où loger et toujours sans la moindre meilleure option. Ces occasions étaient beaux des répits pour Lee, car l'entité dirigeait la majeure partie de sa colère sur Gary au lieu d'elle. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, Monsieur Entité a écrit que Gary aussi avait vécu une vie antérieure en France au XVIIe siècle. Il aurait été l'abbé du monastère où le rituel de sang originel avait été contrecarré.
À propos de Gary, l'entité a écrit « Il a puni mes serviteurs, maintenant il sera puni ». Encore une fois, je ne savais pas si ces affirmations étaient de vraies, mais il était clair que Monsieur Entité nourrissait une haine plus grande envers Gary qu'envers ma belle-mère, allant même jusqu'à exprimer sa volonté d'utiliser son sang plutôt que le sien pour le rituel. Cette menace allait chasser Gary de notre maison et de nos vies pendant une longue période. Dans la dernière partie de 1990, la personnalité de Bill Senior subit une transformation surprenante. Il devint silencieux, renfermé, presque reclus. Il était absent lors des dîners et avait beaucoup maigri. Il n'était pas mince, mais il avait quelque chose de creux, comme s'il était vide à l'intérieur. Mais le plus troublant était la nouvelle tendance étrange de Bill Senior à lorgner Lee. Chaque fois que Bill Junior et moi étions hors de la maison, il se glissait dans la chambre principale quand Lee se sentait le plus en sécurité et seul, et s'asseyait au bord de leur lit en marmonnant pour lui-même. Il tournait la tête mécaniquement vers Lee et il la fixait jusqu'à ce que Bill Junior et moi rentrions à la maison. Craignant ce comportement menaçant, La a rapidement refusé de laisser Bill Senior retourner dans la chambre principale. Plutôt que de s'installer dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée, Bill Senior est retourné dormir dans la chambre abandonnée à l'étage et il continuerait à le faire. Quelques nuits plus tard, un cri sauvage a déchiré le silence. Il venait de la chambre à l'étage. Bill Senior hurlait comme un loup. Il avait le nez en l'air quand j'ai fait irruption dans la pièce pour le réveiller. Totalement inconscient, il s'est réveillé dans un état second et s'est retourné pour se rendormir aussitôt. Déconcerté, j'ai demandé à Monsieur Entité s'il était responsable du comportement dérangé de Bill Senior. Un seul esprit pour mon corps, a-t-il écrit. Notre situation avec Bill Senior ajoutait un niveau supplémentaire d'urgence à notre situation. C'était comme la providence lorsque nous avons trouvé la carte de visite de Monsieur Steve Blake, une librairie New Age qui le présentait comme un magicien rituel et un exorciste. Il semblait être la personne dont nous avions besoin pour déterminer s'il pouvait nous aider. Il a exigé des photographies et des échantillons de cheveux de chacun d'entre nous. Trop désespérés pour être exigeants, nous avons obéi. Quelque temps plus tard, M. Black nous a appelés pour nous informer que Bill Senior était possédé et il a officiellement proposé ses services, que nous avons immédiatement acceptés. Quelques jours après l'appel, M. Blake est arrivé chez nous avec ses 2 amis qui veilleraient un champ à ce que personne n'interfère avec le rituel. Ma famille et moi avons reçu l'instruction d'attendre ensemble dans le salon familial pendant que M. Blake procédait à l'exorcisme dans la chambre principale. La maison est devenue silencieuse et un étrange sentiment d'isolement s'est installé dans le salon familial. Nos yeux étaient fixés sur Bill Senior, qui se balançait dans son fauteuil. Je ne lui avais rien dit de toutes les informations que M. Blake nous avait fournies. Pour autant que Bill Senior le savait, M. Blake n'était qu'un autre soi-disant expert qui avait échoué face à M. Entité. Mais aucun de nous n'avait anticipé l'effet du rituel de M. Blake. Le fauteuil de Bill Senior s'est arrêté en plein mouvement, son corps a eu des spasmes et des secousses, puis il est resté très immobile et a fixé le mur. Bill Junior était prêt à maîtriser son père. Je me suis éclipsé de la pièce et suis allé dans le couloir. J'ai dit à l'un des hommes que Bill Senior devenait agité, et j'entendais M. Blake psalmodier dans la chambre, prononçant des mots vibrants dans une langue inconnue. Un hurlement féroce a englouti toute possibilité. De retour dans le salon familial, mon mari maintenait son père par les poignets. Bill Senior renversa la tête en arrière, prêt à pousser un nouveau hurlement, mais le cri mourut dans sa gorge. Il retomba à nouveau sur son fauteuil à bascule, mou, sans vie, et après un instant, Bill Senior releva la tête. Ses yeux n'étaient pas d'abord que blancs lorsqu'il les ouvrit, puis ses pupilles roulèrent tant vers le bas. Son regard vide flottait de visage en visage, comme s'il venait de se réveiller d'une sieste. Le rituel de M. Blig était terminé. Il sortit de la chambre principale et me rejoignit dans le vestibule. Il expliqua qu'il avait exorcisé l'entité qui tourmentait Bill Senior. Mais il y avait une autre présence, plus puissante, dans notre maison, une présence dont il n'était pas sûr de pouvoir se débarrasser. C'était encore une issue dévastatrice pour nous. Quoi qu'il en soit, nous n'étions pas convaincus que M. Blake avait réellement expulsé quoi que ce soit. Pas avant que Bill Senior ne commence à nous réprimander pour avoir gaspillé encore plus d'argent sur un autre charlatan. Il était peut-être prématuré pour nous de déclarer que M. Blake avait réussi.
Mais il semblait qu'il avait remporté la première victoire dans notre lutte contre Monsieur Entité. Nous avons essayé de le contacter à nouveau plus tard, mais nos appels n'ont pas abouti. Qu'il soit fait à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, je n'ai pas pu trouver sa carte de visite à la librairie où Bill Jr. et moi avions entendu parler de lui pour la première fois, ni dans aucune autre librairie, du moins d'après les informations de Rancho Cucamonga. Monsieur Blake ne semblait pas exister. Bien que Lee s'accrochait encore à l'espoir que la connexion de Bill Sr. était subconsciente, j'ai vu de mes propres yeux que ce n'était pas le cas. Un après-midi, quelque temps après l'exorcisme, j'ai entendu quelqu'un entrer et sortir de la salle de bain, à plusieurs reprises. J'ai jeté un coup d'œil depuis la chambre principale et j'ai vu Bill Sr. se faufiler dans le couloir en direction de la cuisine. Une fois qu'il fut hors de portée de voix, j'ai jeté un coup d'œil dans la salle de bain. Des traînées tachetées de savon étalé étaient essuyées sur le miroir. Un gant de toilette mouillé était suspendu au bord du lavabo. Tous les signes indiquaient l'évidence. J'ai demandé à Monsieur Entité si Bill Sr. lui avait parlé. La réponse de l'entité a été « Oui, ce petit con veut m'utiliser pour tuer Lee. Il ne peut pas me commander. » Aussi insensible et froid que pouvait être Bill Sr., c'était un niveau de cruauté dont je ne le croyais pas capable, et je ne comprenais pas pourquoi il voudrait la mort de Lee. Je ne comprenais pas non plus pourquoi Monsieur Entité exposerait Bill Sr. si leurs objectifs étaient alignés. Il m'était difficile de rejeter complètement les révélations de l'entité comme des mensonges. Je savais que Bill Sr. avait supprimé des preuves de communication du miroir, et je crois que les véritables motivations de Bill Sr. sont devenues évidentes après que j'ai parlé à Lee de la collusion apparente de son mari. Elle aussi l'avait observé agir de manière clandestine. La veille, Bill Sr. n'est pas venu au petit déjeuner, mais elle l'a entendu bouger à l'étage. Depuis les marches, elle a jeté un coup d'œil dans la salle de bain et il avait sorti une boîte de ses anciens relevés bancaires du placard et les avait étalés sur le lit. Lee ne savait pas ce qu'il comptait faire avec les documents. Son nom n'apparaissait pas sur son compte bancaire principal. Elle avait hérité de sa fortune de ses parents et il n'y avait aucun droit. L'argent était le seul amour de mon beau-père dans la vie. Il a peut-être tenu les rênes de son mariage, mais c'était peut-être Lee qui tenait les cordons de la bourse. Un divorce aurait divisé les biens, mais la mort de Lee garantirait que Bill Sr. hérite de tout ce qu'il partageait et lui donnerait accès à son compte personnel intouchable. J'ai supplié Lee de se débarrasser de Bill Sr. Elle ne serait jamais en sécurité tant qu'il serait là, mais Lee ne voulait pas croire qu'il cherchait à utiliser l'entité contre elle. Elle n'était pas prête à le faire. Finalement, pour montrer à Lee qu'il n'était en rien responsable de Monsieur Entité, Bill Sr. a accepté de consulter un spécialiste psychiatrique local pour une thérapie intensive. Il voulait prouver une bonne fois pour toutes qu'il n'y avait aucun lien latent entre lui et l'entité. Au cours d'une de ces séances de thérapie, Monsieur Bill a révélé l'existence de Monsieur Entité à son médecin. Bill Sr. a dû oublier. Mais en 1990, la plupart des gens ne parlaient même pas de paranormal à la légère, encore moins d'agresseurs invisibles et de conversations. Son thérapeute a mal interprété son récit appuyé comme une psychose et a retenu Bill pendant 48 heures pour observation au centre de santé mentale. Bill Sr. n'a pas été offensé par ce malentendu et a plutôt affirmé qu'il avait nos intérêts à cœur. Il s'est volontairement soumis à une évaluation psychologique complète de 2 semaines et, pendant cette période, la fréquence des activités de Monsieur Entité a diminué. C'était impossible à ignorer et la seule différence dans notre maison était l'absence de Bill Sr. Bill Sr. a rapidement réussi son évaluation et a été autorisé à sortir. Nous sommes allés le chercher au centre de santé mentale, mais Lee est entrée seule dans le bâtiment pour le récupérer. Quelques instants plus tard, elle est sortie en trombe du bâtiment et a sauté dans la camionnette, tremblante de colère. Lee nous a dit que Bill Sr. l'attendait dans une pièce. Il a expliqué que son médecin voulait lui parler personnellement. Le médecin pensait que si elle recevait un traitement approprié, l'entité pourrait disparaître. Lee s'est rendu compte que Bill Sr. avait convaincu son médecin que Monsieur Entité était une invention, et qu'il l'avait d'une certaine manière présenté comme la source de toute l'activité paranormale qui avait envahi nos vies. Lee a commencé à partir, mais le médecin est arrivé. Il lui a demandé de ne pas partir, promettant qu'il voulait seulement l'aider. Ses assurances ne firent que la faire bouger plus vite. Quelques instants plus tard, Bill Sr. est sorti du bâtiment en flânant et était monté tranquillement dans la camionnette comme si de rien n'était. Il a dit à Lee « Tu es embarrassant, tu sais ça.
Je croyais que tu voulais te débarrasser de l'entité. Mon corazón de en... Ils se sont disputés pendant tout le trajet du retour. Incapable de nier l'extrême gravité de sa trahison, Lee en a finalement eu assez. Lorsque nous sommes arrivés dans notre allée, elle a soudainement déclaré « Tu ne mets pas un pied dans ma maison. Prends tes valises et ton camion et pars. Je me fiche complètement d'où tu vas. Pars, c'est tout. » Réprimant sa fureur, Belsenia acquiesça, mais nous assura qu'il reviendrait. 2 mois après le départ de mon beau-père, nous avons enfin commencé à réaliser qu'il n'avait été qu'une présence purement négative dans nos vies. Nous n'avions plus à nous inquiéter de son comportement imprévisible, de ses tentatives de collusion avec l'entité, ni de sa méchanceté générale. Une légèreté effleurait notre maison, ce qui affaiblissait encore davantage l'influence décroissante de Monsieur l'entité. Pendant les 2 années suivantes, nous continuerions à solliciter des enquêteurs paranormaux et des occultistes alors que nous entrions dans une phase de cohabitation avec l'entité. Lee et Bill de Junior restaient encore cachés dans la chambre principale la plupart du temps, même si la présence oppressante de l'entité s'était atténuée. Même si Monsieur l'entité continuait d'endommager notre maison et d'attaquer verbalement Lee. Ces incidents devinrent de moins en moins fréquents. À la place, l'intérêt de Monsieur l'entité pour la communication a progressivement supplanté son désir de tourmenter ma belle-mère. Il s'est montré désireux d'exhiber sa vaste richesse de connaissances, passées, présentes et futures, et il semblait que peu de choses échappaient à l'entité. Discuter avec lui permettait de s'assurer que l'énergie dont il disposait était consommée. Il a également déplacé plus d'objets dans notre maison qu'auparavant. Beaucoup, disait-il, étaient en des cadeaux, des pendules, des pierres, des cloches, jusqu'à des photographies d'inconnus et d'autres objets étranges. Finalement, j'ai demandé « Pourquoi m'apportes-tu toutes ces choses ?» Sa réponse était surnaturellement simple. « Je veux que tu les aies. » Monsieur Entité m'avait toujours semblé me traiter avec un minimum de respect, et il obéissait souvent quand je lui demandais de s'abstenir de certaines activités. Je ne l'ai jamais poussé trop loin par peur de représailles, qui auraient sans doute pris la forme de nouveaux tourments pour Lee. Est-ce que Monsieur Entité me respectait vraiment, ou était-ce une ruse? Quel était le but? Quel que soit le motif caché que l'entité pouvait avoir, je n'arrivais même pas à l'imaginer. Un jour, en 1992, nous avons reçu une supplique familière. Gary Kent avait de nouveau besoin d'aide. Sa vie était en ruine. Une série de malheurs lui avait coûté son dernier emploi et l'avait laissé presque sans ressources. Nous étions son dernier recours. Comme toujours, nous l'avons accueilli chez nous. Monsieur Entité a consacré son énergie limitée à l'objectif unique de le harceler à chaque instant. La série habituelle de destruction de la garde-robe de Gary et d'insultes s'est maintenant enrichie d'efforts pour le priver des rares petits luxes qu'il pouvait s'offrir. Bien que Monsieur Entité ait perdu sa constance d'autrefois, il n'en restait pas moins dangereux. Un matin, Gary est sorti en courant de la chambre d'amis, un fusil à pompe à la main. Muet de panique, il a réussi à nous dire que Monsieur Entité l'avait placé sous son oreiller. Le fusil était chargé. C'était un rappel brutal que toute paix que nous trouvions n'était qu'une illusion. Tant que l'entité restait avec nous, ma famille ne serait jamais vraiment en sécurité. Un soir, alors que lui et moi étions les seuls dans le salon familial, Gary m'a informé qu'il allait bientôt nous quitter à nouveau pour partir en Angleterre à la recherche d'un emploi, mais qu'il devait faire quelque chose avant cela. Il avait l'intention de demander à Monsieur Entité de partir avec lui. C'était une tentative dangereuse. Il pensait que l'entité avait le pouvoir de changer sa vie. Le fait que Monsieur Entité méprisait Gary était d'une certaine façon sans importance pour cette conviction. J'ai interrogé Gary, voulant qu'il réfléchisse sérieusement au chaos qu'il risquait d'attirer sur lui-même. Gary, comme il le disait lui-même, n'avait aucune perspective, aucun espoir d'une vie meilleure et aucun avenir. L'entité était sa seule et unique chance de changement. Gary est allé dans la salle de bain et a parlé à voix haute. Il a dit qu'il avait l'intention de partir pour l'Angleterre et qu'il voulait que l'entité l'accompagne. Il pourrait ne faire qu'un. L'entité n'a pas répondu. Par écrit à l'offre de Gary, et après un long silence de la part de l'entité, Gary m'a supplié de demander pourquoi, ce que j'ai fait la nuit suivante. L'entité a répondu par écrit « Je ne travaillerai pas avec un être inférieur. Je le vaincrai si je dois le faire. » Tu m'as dit que tu détestais Gary, tel qu'il était autrefois, mais pourquoi le détestes-tu maintenant ? ai-je demandé.
Le message disait « Pas d'intégrité, pas d'hommage, pas de caractère, pas de substance, pas de parole. Je vais l'arrêter dans sa poursuite. » Les condamnations de Monsieur Entité étaient déroutantes. Pourquoi lui, un soi-disant démon, se soucierait-il de ses qualités ? Tout ce que je savais, c'est que persuader l'entité serait difficile, et je n'étais pas sûr d'aider Gary dans cette tentative. Je me suis alors souvenu de ce que Paglini nous avait dit il y a des années, que Monsieur Entité ne pouvait pas être chassé tant que l'un de nous lui donnait la permission de rester. Si c'était vrai, eh bien Bill Senior n'était plus là, et il n'y avait plus personne pour tolérer l'entité. Les chaînes qu'il avait jetées sur nous pouvaient être brisées, mais avions-nous le pouvoir de le faire ? Est-ce que moi je l'avais ? Maintenant, octobre 1992. Cela faisait plus de 6 ans que Monsieur Entité avait envahi nos vies. Et c'est pourquoi, enfin, après avoir enduré l'isolement, les conflits et le doute dévorant, ce cauchemar devait prendre fin. Je ne savais pas exactement quoi dire à l'entité, ni si mes efforts serviraient à quelque chose, mais je devais essayer. Papa est parti et il ne reviendra pas, ai-je dit au miroir, laissant les mots venir à moi. Il n'y a plus personne pour te retenir ici, personne pour nourrir la haine dont tu te délectes. Il est temps que tu partes, Monsieur Entité. La réponse de l'entité était écrite en petites lettres serrées. S'il te plaît, laisse-moi rester ici. C'était une réponse désarmante, comme si l'entité cherchait à obtenir la permission. Il y avait de la douceur dans sa demande et quelque chose d'assez pitoyable dans sa façon de se présenter, mais je ne pouvais pas me laisser attendrir. Au cours du reste du mois, Gary a finalisé les préparatifs pour quitter le pays. Monsieur Entité est resté extrêmement silencieux pendant cette période. Pas d'écriture, pas de bruit, pas d'apport. Sa présence continuait d'étouffer les tâches avec un air épais et stagnant, mais il semblait que l'entité réfléchissait à son prochain coup. À la dernière nuit de Gary dans notre résidence, nous n'avions toujours pas reçu de réponse définitive de Monsieur Entité. Il m'a de nouveau supplié d'aborder le sujet. Monsieur Entité m'avait anticipé. Un message sur le miroir disait « Je veux rester ici ». Pourquoi tu n'y vas pas avec Gary ? J'ai demandé. Pas assez stable, récipient vide, l'entité a écrit sur le miroir. J'ai réaffirmé à l'entité qu'il n'était pas autorisé à rester avec nous. Si rien d'autre, Gary désirait au moins sa compagnie. L'entité semblait avoir besoin de plus de temps que d'habitude pour répondre, et après quelques minutes, sa décision est apparue en haut du miroir. Gary, c'est moi. Je suis lui. Quand j'ai appelé Gary pour lire l'annonce, il était plus qu'euphorique. Il était convaincu que sa vie allait enfin changer, mais si ce serait pour le mieux, cela dépendrait du caractère capricieux de Monsieur Entité. Gary a quitté notre maison le lendemain matin. Il nous a laissé à peine le temps de lui serrer la main et de lui faire un signe d'au revoir. Sans un regard en arrière ni le moindre signe de regret, il s'est dirigé vers la navette de l'aéroport au bout de notre allée, y est monté et elle est partie, l'emportant hors de nos vies pour ce qui aurait pu être la dernière fois. Lee et Bill Jr. pensaient qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions sur le départ de l'entité, et ils avaient en bien raison. Nos existences avaient été dominées pendant si longtemps que cette résolution soudaine fut un anticlimax. Par curiosité, j'ai jeté un coup d'œil dans la salle de bain et j'ai regardé dans le miroir. Monsieur Entité nous avait laissé un message d'adieu. Adieu, ma famille. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Nous étions méfiants à l'idée de baisser notre garde, mais chaque jour qui passait sans activité paranormale renforçait notre espoir que Monsieur Entité était vraiment parti. Après une année entière sans symbole gravé dans la maison, ni d'écriture sur le miroir, nous avons enfin pu accepter que Monsieur Entité n'était plus lié à nous. Mais nous avions tout de même été changés par nos expériences. Lee et Bill Jr. ne se sentaient pas en sécurité seuls, et je restais toujours vigilant à veiller sur eux. Nous avions la liberté de toute la maison, et pourtant la chambre principale restait notre refuge. Cela prendrait du temps, mais un jour, nous avons finalement avancé. Dans un effort pour laisser le passé derrière nous, nous nous sommes promis, tous les trois, de ne plus jamais parler ouvertement de Monsieur Entité. Quant à Bill Senior, lui et Lee ont divorcé en 1994, et ce fut la dernière fois que nous avons eu de ces nouvelles directement. Je suis resté en contact lointain avec Gary pendant un court moment. Peu de temps après son départ définitif, il m'a dit que le triangle à queue avait été gravé sur la porte de son nouvel appartement. Peu après, dit ça en nier que Monsieur Entité soit encore avec lui, et a refusé d'en dire plus. Et je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis de très très nombreuses années.
Cela fait presque 30 ans depuis les derniers jours du règne de Monsieur Entité. Lee et Bill Jr. sont tous les deux décédés, me laissant comme le dernier de notre famille à me souvenir clairement de ces années éprouvantes. Je me demande souvent qui était Monsieur Entité et je réfléchis à sa véritable connexion avec ma famille. Je ne le saurai peut-être jamais. Pourtant, j'espère sincèrement que quelqu'un, quelque part, trouvera les réponses qu'il cherche dans nos expériences, et j'espère toujours que quelqu'un, quelque part, aura peut-être quelques réponses pour moi. Salut les gars, c'est Mort ici, merci beaucoup d'avoir écouté. Bravo d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si, bien sûr, c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la description et tout ça. Dans la description, dans les commentaires, pardon. C'est une longue vidéo. Ce n'est pas une compilation, c'est drôle, je ne fais pas souvent de vidéos individuelles aussi longues, mais j'espérais vraiment que ça vous plairait. Je voudrais remercier mes membres et mes mécènes dont les noms s'affichent à l'écran, car votre aide et votre soutien sont inestimables. Je vais conclure ici, donc merci encore à tous, restez géniaux, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.